Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Oui, merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission sur Espace TV tous les soirs à partir de 22h30. Vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous écoutez du côté de Kindia sur Kania Zik FM. Merci de votre fidélité. C'est une miraculée qui a pu s'extirper des griffes d'une épidémie, laquelle a envoyé au trépas des milliers de personnes, médecins de profession. Marie-Claire Chicola a été donc infectée par le virus Ebola avant d'avoir raison de lui. Un bel exemple de guérison donc qui a ému de nombreuses personnalités à travers le monde. Comment a-t-elle pu vaincre donc cette maladie? Quelles leçons en a-t-elle tiré? Entre autres, des questions que nous nous posons ce matin chez les GG. Témoignage à l'appui, vous allez l'écouter donc dans cette émission. Marie-Claire Chicola, médecin guéri d'Ebola, donc qui va intervenir ce matin chez les GG. Abdourahmane Baldé, activiste des droits de l'homme et de la paix, s'est dit préoccupé par le climat politique qui prévaut en Guinée. Alors, que faut-il préconiser pour la sortie de crise en Guinée, chez nous? Abdourahmane Baldé, promoteur de droits de l'homme, si tout va bien, nous allons l'appeler ce matin chez les GG. Nous allons continuer d'ailleurs avec, entre autres, Lai Junior Condé que nous allons appeler dans un instant. Mais je disais à l'entame, nous poursuivons notre enquête du côté de l'OGC, mon cher Tamba. Après la série de déclarations, de révélations qui a eu lieu ici dans ce studio, ce sera important de s'interroger un tout petit peu sur l'apport même de l'OGC à l'activité économique de notre État. Plus souvent, on indexe le port autonome de Conakry. On parle d'un port qui sombre dans une certaine léthargie, même si on voit que le port autonome de Conakry est en train de renaître un tout petit peu. Mais on ne se pose pas la question de savoir ce que l'Office guinéen des chargeurs, ou si vous voulez, les chargeurs d'une façon générale, peuvent apporter à la réalisation de la compétitivité du port autonome de Conakry. Alors, c'est ce qui nous a amené à réfléchir un tout petit peu ou à aller sur le terrain, obtenir un certain nombre d'informations. L'Office guinéen des chargeurs. C'est important de dire c'est quoi le chargeur, parce que ça permettra, ça permettra de comprendre plus loin ce qu'il y a lieu de comprendre dans la présentation que je suis en train de faire maintenant. Tout simplement, le chargeur, c'est le propriétaire de la marchandise, l'exportateur ou l'importateur. Il y a donc un office qui régule cette action-là. Et l'Office guinéen des chargeurs a pour vocation, très rapidement, de faciliter et de consolider les intérêts de ces chargeurs-là. Son objet autre, c'est aussi de les défendre, parce qu'il y a une assistance juridique par rapport à toutes les activités des chargeurs en République de Guinée, et cela est un aspect très important à relever. Maintenant, en quoi cet office guinéen des chargeurs, s'il fonctionne convenablement, s'il ne souffre pas des nombreuses malversations dont nous avons parlé ici, en quoi est-ce que cet office peut aider le port autonome de Conakry à évoluer vers la compétitivité? Bien, et si on partait au fond du problème, parce qu'on n'est pas là pour dire aux téléspectateurs ou aux auditeurs, c'est ça l'office, on a une enquête, il y a des détournements, 8 milliards, c'est énorme mon cher Tamba. Hier, on a pointé du doigt le DG, le DGA et aussi du côté de la marine marchande. Il y a même eu hier une réunion de crise du côté de l'OGC. Parlons-en, c'est ce qui nous intéresse ce matin. Ce n'est pas à dire la mine Guirassi. Il y a quelque chose de très important. Voilà. Nos auditeurs ont besoin de comprendre ce qui est en train de se faire. La mine Guirassi, nous avons fait des révélations ici dans ce studio. Avant moi, Moussa Moïse, et hier encore, nous sommes revenus là-dessus. Ce sont des révélations graves pour lesquelles nous attendons une réponse de l'État guinéen. Mais il faudrait Est-ce que le ministère s'est impliqué, mon cher ami Tamba? Nous apprenons, ce n'est pas une information. Vous comprendrez la difficulté qu'on a à vérifier une telle information. Nous avons appris que après les révélations d'hier, une réunion de crise se serait tenue au département de tutelle, donc au département des transports, et aussi à la marine marchande. Ce sont des informations et de là, comme que nous avons. Le DGA, on voulait vraiment le dire, excusez-nous comme d'habitude, mais seulement là, ça n'a pas marché, mon cher ami. C'est quand même c'est le malvenu à toutes ces rencontres DG de Office guinéen des chargeurs et de la marine marchande, et même aussi du côté du ministère de tutelle. Mais le problème qu'on a, c'est quoi? Si les auditeurs ne comprennent pas le mal qui est en train d'être fait aux Guinéens
à partir de ces détournements, c'est grave. Très grave. L'Office guinéen des chargeurs qui a par exemple l'obligation de bâtir des aires de stationnement. Vous achetez un terrain, il faut l'aménager. Ces aires de stationnement permettent de désengorger l'activité au port autonome de Conakry et de diminuer les délais. Mais vous connaissez, lorsque vous avez une marchandise à sortir du port autonome de Conakry, lorsque vous dépassez les délais, les surestaries peuvent même vous conduire à abandonner totalement votre marchandise. Et ça, c'est grave pour le consommateur guinéen. C'est pourquoi c'est important que l'on comprenne que cet office doit fonctionner. S'il ne fonctionne pas, ça va faire mal à l'État guinéen. Mais plus loin, même la construction de ports secs, on en parle très souvent, on demande au port autonome de Conakry de le faire. Lorsqu'on vous dit que 6 milliards ont été dépensés en l'espace de 4 mois, posez-vous la question de savoir ce qu'on en a fait. Il y a des constructions à faire. Rien n'a été fait à la mine Guirassy. Cela est grave. C'est pourquoi j'interpelle ces personnes-là pour qu'ils comprennent que c'est un office qui ne peut que fonctionner. S'il ne fonctionne pas, le président de la République aura devoir de réagir parce que finalement, tout se ramène à lui. Je vous donne un exemple. Lorsque le bordereau de suivi des cargaisons, qui finalement est passé du au bordereau électronique de suivi des cargaisons, a été mis en place avec des tarifs homologués sur le plan africain. Parce qu'il ne s'agit pas que de la Guinée. Djibril aime à le dire, la Guinée n'est pas sur un 6e continent. C'est de cela qu'il s'agit. Ils ont inventé ce dont Moussa Moïse parlait hier, l'International Cargo Tracking Note, qui vient remplacer cela. Mais on se pose la question, d'où est-ce qu'ils nous ont puisé cela? Où est-ce que ça existe ailleurs? Et à quelle fin est-ce que ça... Mais suivez, lorsque vous avez en place un bordereau de suivi des cargaisons qui fonctionne convenablement, vous suivez la marchandise depuis l'embarquement. Bien. De là jusqu'au moment où vous allez sortir la marchandise, tout est suivi. Les questions de sécurité et de vol dont on parle, le bordereau électronique de suivi des cargaisons permet de l'éviter. Les nombreux retards dont on parle au niveau du port autonome de Conakry, grâce au BSC, ça permet également de le suivre. Mais voici ce que les autres ports autonomes, je vais parler chiffres à la mine Guirassy. En Côte d'Ivoire, par exemple, au Burkina Faso et même au Mali, ont réussi l'exploit en une année au niveau des offices de chargeurs, ont réussi à réunir le montant de 12 à 13 milliards de francs CFA par an. Bien. Notre office aujourd'hui ne vous réunit pas 1 milliard de francs CFA. Où est-ce que il faut dire que c'est détourné. Non mais la mine, au-delà du détournement, ce que les autres offices de chargeurs ont fait dans ces pays-là, voici ce qu'ils ont fait. Dans tous les ports, du monde entier, ils se sont débrouillés à se faire représenter par des entreprises assez crédibles, assez présentes. Bien. Ça permet que toutes les marchandises en direction de la Guinée puissent être convenablement suivies et qu'il n'y ait pas de fuite de capitaux. Alors, mais en Guinée, ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'on fait? 17 500 hectares du côté les 17 hectares et demi. Ouais. Je disais hier que il fallait, dans la procédure en tant que telle, il fallait très simplement que l'Office guinéen des chargeurs rencontre le Conseil des chargeurs du Mali et qu'ils en discutent. Parce que cette aire de stationnement, l'objectif c'était non seulement de décongestionner le port autonome de Conakry, mais ça dans le cadre du trafic sous-régional. Vous savez que le Mali fait beaucoup appel à la Guinée dans ce cadre-là. Il fallait une rencontre entre les deux conseils. Ça n'a pas eu lieu. C'est la première information dont je parlais hier. De l'autre côté, il fallait que le département des transports s'invite dans la danse parce que c'est à partir de lui que ça devait être fait. Le besoin devait être exprimé par lui. Ensuite, le ministère de l'économie et des finances délivrait ce qu'on appelait un bon de commande. Mais posez-vous la question de savoir vers qui. Vous demandez normalement au département de l'urbanisme et de l'habitat en Guinée. C'était en fait ça la démarche. Ouais. Qu'on vienne vers ce département-là et qu'on lui dise à ce département qu'on avait besoin d'une telle aire de stationnement pour les activités pour lesquelles cette prétendue aire a été achetée. Mais ça n'a pas été le cas. C'est simplement qu'on demandait à l'État, donne-nous un peu de tes parcelles pour cause d'utilité publique. Rien n'a été fait. Ensuite, on passait un bon de commande. S'il y avait achat à faire, l'argent devait être viré au trésor. Mais franchement, lorsque vous en parlez, on se pose aujourd'hui la question de savoir où est l'État. Parce que l'État, c'est une habitude qui est écrite. Elle est assez élaborée, on sait par quelle voie aller. Comment se permet-on, dans un État qui se veut démocratique,
qui se veut sérieux, de faire ce que l'on veut dans un mépris total des textes de nos lois? Bien. C'est la question qui se pose. Encore une fois, il faut que l'on agisse parce que cet office peut grandement apporter à l'État guinéen si l'on suit les choses avec des professionnels tels qu'il y en a. Et d'ailleurs, le malheur, c'est d'ailleurs le malheur guinéen un peu partout. Ce qui est en train d'être fait, c'est que lorsqu'il y a un professionnel au sein de l'office guinéen des chargeurs, on se ligue contre lui. On lui livre une bataille sans merci jusqu'à ce qu'il déguerpisse. C'est comme ça. En Guinée, hein? Non, mais malheureusement, on ne va pas évoluer comme ça. Ce n'est... On me dit par exemple que le directeur général de l'Office guinéen des chargeurs n'a pas l'expérience qu'il faut, qu'il n'a pas la formation qu'il faut. Mais pourquoi est-il à ce niveau aussi stratégique de la vie de l'économie guinéenne? On ne peut pas badiner avec certaines responsabilités lorsqu'on veut construire une Guinée forte. Voilà, allez-y Moussa Moïsi là. Allez. Une interrogation. Votre micro n'est pas activé, hein? C'est pas activé, c'est activé. Allez-y, laissez-le avec le micro. Oui. Voilà. Allez-y. Ouais. Je m'entends pas. Bien. Je veux du bon son, merci. Alors, ce que je regrette, c'est quand même l'autre aspect de l'enquête. Ce sont les 40% qui sont reversés à l'assistant qu'on dit technique ATMP. La société appartient à un Béninois qui, du côté de Bruxelles, reçoit par virement bancaire sa part. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, lorsque nous avions commencé les enquêtes, personne ne nous a dit quel était véritablement le rôle de ce monsieur qui reçoit 40%. C'est un privé, au détriment de l'État qui reçoit le reste, mais qui subdivise cela entre les différentes composantes, c'est-à-dire la marine marchande et l'OGC. Mais comment à un seul privé on peut le donner et sans même expliquer le travail qu'il faisait? Est-ce que la mise en liaison? Est-ce que c'est lui qui fournit les manifestes qui servent à savoir l'état de la marchandise qui arrive, le coût de la valeur de la marchandise, les frais qui vont être déboursés pour la marchandise? C'est pas lui qui fournit ces documents. On s'est intéressé du côté de la douane à poser cette question. On ne comprend pas non plus à ce niveau qu'est-ce que le Béninois fait. Du côté également du port autonome, on ne comprend pas le rôle véritable de ce Béninois. S'il sert juste d'écran pour que d'autres cadres corrompus derrière puissent s'enrichir, se sucrer, ben qu'on ne le dise pas. On ne veut pas continuer quand même depuis que le bordereau de celui de Caraison a été instauré et après que l'on soit maintenant avec le code ICTN, on continue de lui verser ces montants sans aucune explication. C'est assez grave pour notre pays. C'est qu'il y a une manne financière en ce qui concerne les activités au niveau de nos maires. Une énorme manne financière, mais c'est mal géré. Je pense que toutes ces dénonciations servent à renforcer encore beaucoup plus les personnes qu'on dénonce. Parce que soit elles vont occuper d'autres postes de responsabilité, ou bien elles resteront là, elles continueront de mener la même chose. On dirait que c'est même accepté au sommet de l'État. Moi, c'est aujourd'hui la question que je me pose. À quoi servent toutes ces dénonciations? Pas grand-chose. Peut-être au niveau de l'opinion publique, pour que l'opinion publique comprenne que tout n'est pas rose, qu'il y a quand même des gens qui, au sein de ces offices, qui gardent des cafards dans leur placard. Au moins ça peut servir. Mais il n'y a pas de mesures prises par l'État. Le laxisme, l'impunité, tout ça c'est instauré par ce gouvernement. Parce qu'il n'y a pas de sanctions. Mais quand on parle de mettre à la tête des offices des gens capables, qui ont une vision, le monsieur qui gère l'office guinéen des chargeurs, mais c'est un homme du sérail. Qui sait c'est quoi l'office guinéen des chargeurs, qui a contribué, quand Mathurin était ministre à l'époque. Exactement, voilà. Qui a contribué à l'élaboration même du texte concernant le fonctionnement de l'office, qui allait un peu dans la sous-région voir comment est-ce que ça fonctionnait là-bas. Mais ce sont ceux-là aussi des fois qui savent comment ça marche ailleurs, qui ne veulent pas mettre les principes, les maîtrisent bien le domaine. Oui, ils ne veulent pas mettre les mêmes principes qui se remplissent les poches. C'est assez dommage pour notre pays. Voilà, allez-y Tamba pour clore. Voilà, il y a deux choses qu'il faut rappeler. C'est d'abord sur la répartition. Dans les autres pays, nos informations nous disent que cette clé de répartition n'existe pas. Ça aide plus à profiter l'État lorsque vous supprimez cela. Imaginez, 40% reviennent au département des transports. Pourquoi en faire? C'est la question qu'on se pose.
10% reviennent à la marine marchande. La marine marchande où M. Selou vient se servir comme son petit potager matinal. Il vient s'y servir, ce qui n'est pas normal. Il y a 40 autres pourcents qui reviennent à cette structure dont parlait Moussa Moïse tantôt. Ce n'est pas normal, ça ne doit pas aller comme ça, au regard des missions de l'OGC. Plus loin, il y a que aujourd'hui à l'Office guinéen des chargeurs, il n'y a pas d'instance de contrôle. On parle d'un conseil d'administration que M. Sékou Camara aurait empêché de voir naître au sein de l'OGC. Comment un seul, fut-il le directeur général d'un office, justement, mon comment cher un seul peut réussir à empêcher que le cours normal de l'administration puisse avoir lieu, en empêchant la mise en place d'un conseil d'administration aujourd'hui. Complicité présumée. Mais complicité, c'est encore plus grave. Je pense que il y a depuis le plus haut sommet des personnes qui sont en train de faire la chose, et ils sont dans l'ombre et qui profitent de tout le désordre qu'il y a à ce niveau-là. Mais je vais vous dire, lorsque nous serons fatigués de gueuler tous les matins dans ce studio, personnellement, de la Guinée forestière, je dirais au président de la République, s'il est encore là, je peux vous faire haranguer des foules de la Guinée forestière, ils voteront pour vous, et comme ça j'aurai une grande fonction, et quelque part à un département. Voilà. Parce que c'est ceux qui payent en Guinée. Lorsque vous promettez de l'électorat au pouvoir, vous avez de la place. Voilà. Allez, la suite de l'enquête demain. Après 2 ans d'absence, riche de plusieurs tournées dans le monde, le DJ mannequin, le concepteur du Don Cafélé, revient au Bercail pour un concert 100% live le dimanche 31 mai à partir de 16h au Palais du Peuple de Conakry. Oudi Premier, El Fashionista dans son nouvel album, met le cap sur le Palais du Peuple le dimanche 31 mai à 16h. Numéro 1 sur toutes les chaînes africaines, le fils du peuple rentre pour le bonheur de toute une jeunesse. Le concert de l'année, c'est à vivre le dimanche 31 mai au Palais du Peuple. Infoline 00 224 655 379 757. Partenaire Adafo Média. Un événement Oudiprod, la structure des poids lourds. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Voilà, une émission interactive évidemment, beaucoup de messages ce matin sur le site de la radio, le www.espacefmguinée.info, c'est Guinéen à l'étranger donc qui nous envoie le message. Je vais m'intéresser à quelques messages, voilà, reçus GG au 8037. Lamine, le Burkina Faso n'a pas de port, donc c'est Patriote qui nous envoie ce message. L'autre qui dit, laissez Tamba nous éclairer, voilà, je sais pas trop ce qu'il veut dire, hein, franchement. Ousmane depuis Koza, si le président voulait décrisper cette situation, il allait faire sans inviter Selou. Cette rencontre ne sera qu'un non-événement. Aliou Koulibaly, Aliou Gondoy, pardon, qui nous envoie ce message ce matin. La rencontre d'hier devrait susciter un grand espoir d'apaisement. Soyons optimistes. Moussa Souma depuis Roi Mohamed VI, donc qui nous envoie ce message. Est-ce que nous avons l'ail? Sinon, il y a Gabi qui nous écrit ce message. La famille politique d'un président, c'est le peuple dans sa totalité et non une partie de la population. Voilà. Donc, c'est l'AI Junior. Il veut rectifier en fait l'AI Junior. C'est cela. L'AI Junior Condé n'allait pas Sékou Touréa. Il n'a pas la bonne information. Je suis vraiment désolé. Il n'est pas la bonne personne pour parler. Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message en direct. Bonjour, c'est Alpha Oumar Adolphe depuis Dar es Salaam. Je pense que c'est le chef de file de l'opposition qui devrait écouter le président, mais pas le contraire. Donc, on a ce autre message qui dit Lamine Konaté paiera cher. Hein, ce qui arrive à notre pays maintenant. Allez, il est là, Lai Junior. On va essayer de continuer le débat avec lui. Lai, rebonjour. Oui, rebonjour, Lamine. Voilà. Toujours dans les sérails de la rencontre d'hier entre le président de la République et le chef de file de l'opposition, la question que je pose à Junior Condé, c'est de savoir à quoi pourrait-on s'attendre. Est-ce qu'on ne s'attendrait plutôt à avoir des engagements de part et d'autre? Je vous renvoie hier, concrètement, au communiqué de la rencontre. Roby, tu es un jeune intellectuel que j'admire beaucoup, mais il faut aller au départ de la chose. Que dit le communiqué convoquant le chef de file de l'opposition? C'est une rencontre pour discuter du pays, des questions de la sous-région, des questions nationales. C'était pas
une rencontre pour que cela, au cours de laquelle allait germer quand même une décision. Laissons le temps. Autant le président a écouté. C'est vous-même qui le dites. Connaissant le président Alpha Condé et face à ses interlocuteurs, vous magnifiez même le fait que seul ce loup parlait en face du président. Il l'a écouté, il va rendre compte à sa famille politique, quoi qu'on dise, même si la Constitution le défend d'être à la tête d'un parti, mais n'empêche que c'est un parti qui a présenté M. Alpha Condé comme candidat et qui est compétiteur au même titre que lui. Junior, on est quand même à 6 mois, si je ne me trompe, des élections, et le débat se situe essentiellement sur comment on va organiser ces élections-là, quels sont ces éléments, notamment la problématique de la CENI, etc. Vous pensez qu'il faut jouer, c'est le moment de jouer sur le temps? Je n'ai pas de commentaires et poser des questions. Je n'ai pas l'impression que M. Selou Dalein Diallo, Lansana Kouyaté et Sidi Touré sont en train de s'époumoner sur la scène politique guinéenne pour être que des simples maires des communes. Je pense que l'élection importante aujourd'hui pour tous ces acteurs politiques, c'est l'élection présidentielle dont la date est irréfragable, non discutable. Maintenant, la pièce d'achoppement avec l'opposition... Vous n'occultez pas le fait que ces opposants-là posent la problématique de l'élection communale, là, Junior. Oh, mais tout à fait, ça a été des argumentaires politiques, on ne vient pas dessus. Alors, mais je ne crois pas qu'ils se battent pour être des maires, c'est juste pour emmerder le pouvoir. Quand vous parlez de dates irréfragables, est-ce que vous ne fermez pas systématiquement la porte à une concession du chef de l'État sur ce point-là? Oh, mais non, écoutez, quelle concession? Mais écoute, Djibril, attention, mais je ne fais pas preuve de... Allez, on a perdu. Les grandes gueules. Voilà, on va aller écouter dans un instant. On va essayer d'appeler aussi Fodé Oussou Fofana. C'est quand même assez étonnant que la Junior, alors que les efforts de médiation, les efforts s'orientent vers une conciliation des positions, qui nous parle de dates irréfragables. Je ne sais pas s'il mesure la portée de ce mot. Je pense qu'il faut éviter d'être dans l'absolu. Nous sommes dans une période où les efforts s'orientent vers une conciliation, des positions qui sont plutôt la mine, tranchées pour le moment. On cherche à déradicaliser en quelque sorte le discours politique, à aplanir les différends entre les acteurs politiques. On ne peut pas se permettre de telles déclarations à une telle période. Je pense que M. Condé a été souple ce matin parce que je pense même avant qu'on ne parte à la pause, il a dit qu'il estime que le chef de l'État va leur demander de lâcher du lest au niveau de la mouvance, même si on estime que le chef de l'État devrait être au-dessus de la mêlée. Je pense qu'il n'est pas aussi tranchant ce matin. On a l'impression qu'il faut espérer. Et jusqu'au bout du contraire, moi je pense qu'il faut espérer. Ouais. Il ne faut pas tout voir en noir. Voilà. Allez, nous avons en direct ce matin Dr Oussou Fofana. Les grandes gueules. Vous allez, le micro ça siffle, voilà, s'il vous plaît. Voilà. Docteur, bonjour. Bonjour. Vous étiez à Sécoutoria hier avec El Hadj Selou Dalein Diallo. Et dites-nous votre analyse là-dessus sur ce qui a été dit entre les deux personnalités. Mais écoutez, je pense que le peuple de Guinée s'attendait hier à la sortie de la fumée blanche. Malheureusement, il n'y a ni blanche ni fumée noire. On n'était pas quand même à l'élection du pape pour parler de fumée blanche ou noire. Ce que nous voulons savoir, c'est exactement quelles sont vos impressions, parce qu'après cette rencontre, on a vu le président Selou Dalein Diallo dire qu'il a été déçu. On voit que ça ressemble un peu à une victoire de com pour la mouvance, etc. Dans quelle position vous êtes exactement et qu'est-ce qui va être fait dans les jours prochains? C'est de ça qu'il est question. Écoutez, je pense qu'il ne faut pas, honnêtement, à mon humble avis, il ne faut pas personnaliser. Il faut parler du peuple de Guinée. Ouais. C'était l'espoir pour le peuple de Guinée. Cette rencontre, c'était l'espoir de tout le monde, de l'ensemble des Guinéens. Ouais. On pensait qu'à la sortie de cette rencontre, on aurait eu au moins des approches de solutions pour qu'il y ait dialogue. Mais ce qui s'est passé hier, c'est une déception. Parce que le chef de l'État a rencontré le président Selou. Il n'a absolument rien dit. C'est lui qui l'a invité.
Il n'a pas introduit. Il a demandé à El Achiri d'introduire ce qui était vraiment extraordinaire. Le président s'il a parlé pendant 10 minutes. Il a exposé les problèmes qui sont connus de l'ensemble des Guinéens, qui sont connus du chef de l'État. Parce que honnêtement, tous les Guinéens savent aujourd'hui les revendications de cette opposition républicaine. On n'a même pas besoin de revenir. Tout ce qu'il a dit, il a déjà dit une fois. Et il a demandé au président, quel est votre avis? Parce que pour moi, je suis là pour qu'on dialogue. Le chef d'État dit non, qu'il n'a absolument rien à dire et qu'il va consulter les positions. Et plutôt la mouvance. Mais le président avait déjà consulté l'entour. Le président est au courant de nos revendications. On s'attendait, et le peuple de Guinée s'attendait hier, que le président puisse s'exprimer. Il ne faut pas se mettre à remettre les problèmes pour le lendemain. La Guinée est dans une situation très compliquée. Nous, en tant qu'opposition, on ne peut pas accepter que le temps joue à notre défaveur. Les élections présidentielles doivent avoir lieu au mois d'octobre. Et nous n'irons pas à des élections présidentielles dans l'organisation des élections communales par des gens nommés. On ne peut pas accepter d'accompagner M. Alpha Condé avec des gens qui sont nommés par lui. Des ministres aujourd'hui, les préfets qui sortent déjà pour dire que leur mission... Dr Oussou, si tu permets rapidement cette question que je voulais poser à Dr Fodé Oussou. Est-ce que ça veut dire que vous êtes pessimiste quand même, c'est vrai qu'on devrait... Les gens s'attendaient à quelque chose hier, mais le chef de l'État a quand même dit qu'il va réagir. Est-ce que ça veut dire que vous êtes pessimiste? Vous ne vous attendez pas à une lueur d'espoir? Non, à mon humble avis, non. Nous sommes restés 10 jours à attendre le chef de l'État avant qu'il rencontre M. Diallo Diallo. Il dit d'attendre. On va attendre pendant encore de temps. On ne peut pas attendre évidemment. En clair. Et puis, qu'est-ce que le chef de l'État va dire? En clair, docteur Fodé Oussou, parce que Mme Yoro a été claire là-dessus, donc il n'y a pas d'espoir. Non, il n'y a pas d'espoir, mais ce que je suis en train encore de vous dire, quand le chef de l'État dit qu'il va donner son avis, j'ai dit non, c'est-à-dire que le chef de l'État ne peut pas imposer son avis sur personne. Ça veut dire que ce qui s'impose à tout le monde, c'est la loi. Ça veut dire que nous espérons que c'est ce que le chef d'État pourquoi ça s'appelle avis. Il n'a pas dit qu'il décidait. Pas dans le sens de la loi. Mais quand nous allons constater que le chef de l'État n'est pas en train d'aller dans le sens d'ouvrir le dialogue, je vous garantis que cette opposition n'attendra pas indéfiniment jusqu'à ce qu'on se retrouve devant un fait accompli et qu'on nous dise après, de toute façon, la campagne pour l'élection présidentielle est arrivée, accepter d'aller à ces élections, accompagner le gouvernement M. Alpha Condé à des élections présidentielles. Nous sommes très clairs là-dessus. L'opposition, on s'est vu hier, le chef de l'État lui a fait le compte rendu à faire. Nous allons nous rencontrer lundi. Éventuellement, j'espère que d'ici lundi, à mon humble avis, le chef d'État aurait déjà donné la réponse. Mais je dis encore, on ne peut pas attendre indéfiniment. On ne peut pas attendre 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines pour qu'il décide de quand est-ce le dialogue va s'ouvrir. Ça veut dire que vous avez un peu d'espoir quand même, parce que vous allez attendre que le chef de l'État réagisse dans les prochains jours. Mais en même temps, quand il dit qu'il va rencontrer son camp politique, c'est peut-être pour leur imposer votre point de vue. C'est peut-être pour partager avec eux toutes vos revendications afin qu'il y ait... Justement, parce qu'on a écouté la Junior il y a un instant qui disait, allez, on va dire en substance de lâcher un petit peu du lest. Voilà. Quelque part, et ils sont beaucoup plus optimistes. Ça peut contribuer quand même. Hein. Écoutez, il n'y a pas de différence entre le chef de l'État et la mouvance. Ils sont d'accord sur tout. Oui. Ils se connaissent. Le chef de l'État et de la mouvance. En attendant, il est le président de l'EPJ arc-en-ciel. Les problèmes sont connus depuis 2 mois. Ce n'est pas hier qu'on a commencé ces problèmes. On les a commencés depuis longtemps. Monsieur le président Alpha Condé sait réellement quelles sont les revendications. Il sait que la CENI a violé la loi. La CENI a violé les accords politiques. La CENI a violé le code électoral, la constitution. La CENI a violé même les accords internationaux que nous avons souscrits en tant que peuple de Guinée. Si M. Alpha Condé veut qu'on aille au dialogue, il faut qu'il impose à la CENI le respect de la loi. Le président a juré de respecter la loi et de faire respecter la loi. L'indépendance de la CENI ne veut pas dire qu'elle peut faire ce qu'elle veut, ne veut pas dire que la CENI peut violer la loi. L'indépendance de la CENI ne veut pas dire qu'elle peut prolonger le mandat des élus locaux qui sont arrivés à l'exploitation depuis 5 ans. Voilà les problèmes réels. Si nous voulons avancer, qu'on cesse de faire trop de théories, qu'on applique la loi, parce que ce pays-là, je vous le jure, les faucons... Docteur Fofana,
Docteur Fofana, vous êtes forcément un habitué de ce genre de procession. Et allons donc à la pratique. Dites-nous concrètement quelle décision majeure le président de la République aurait pu prendre dans le cadre d'une concertation servant à relancer le dialogue. La seule chose que moi, à mon humble avis, c'est que le président pouvait faire hier, honnêtement, c'était de demander à la CENI, en attendant, en ce qui concerne le processus électoral concernant l'organisation des élections communales et communautaires, suspendez vos activités et demandez à l'opposition, à la mouvance, de se retrouver, chacun va donner ses arguments. Est-ce que cela ne risquerait pas d'hypothéquer la tenue de la présidentielle? Est-ce que ça n'aurait pas eu une incidence sur le processus électoral? Mais vous ne pensez pas aussi que cela demande des préalables, notamment constitutionnels, pour constater et ensuite prendre une telle décision? Écoutez, le président de la République est le chef de l'État. Il a géré de respecter la loi et de faire respecter la loi. Nous sommes dans un pays, nous sommes dans une république. Dans une république, on ne fait pas ce qu'on veut. On ne se lève pas dans une république pour violer la loi. Si quelqu'un viole la loi, le chef de l'État le rappelle à l'ordre. Il y a deux cas opposés. Docteur Sfodeoussou Fofana, vice-président de l'UFDG, en direct ce matin chez les juges. Dernière question, Moussa Moïse. Votre patience, sa durée de vie, un mot là-dessus, parce que vous avez dit, vous n'allez pas attendre indéfiniment le chef de l'État. Vous allez attendre pendant combien de temps? Mais écoutez, ça dépend de la décision de l'opposition républicaine. C'est pas moi qui vais décider ça. Mais je suis en train de dire aujourd'hui que nous sommes à quelques mois de l'organisation des élections présidentielles. Nous sommes convaincus que la CENI peut organiser ces élections dans 2 mois. Le découpage électoral est fait. Bien. Il y a de l'argent qui a été dépensé. Il y a 3 conditions pour organiser ces élections. La première condition, c'est la volonté politique. Bien. Deuxième condition, il faut trouver le cap pour boucler les financements. Et troisième, il faut renforcer la capacité de cette CENI. Ce que vous ne savez pas, c'est que cette CENI, elle est tellement incompétente qu'elle ne peut même pas organiser les élections présidentielles. Il faut renforcer la capacité de cette CENI-là pour qu'on puisse organiser les élections. Docteur nous voulons, je termine l'amnistie qui permet, nous n'irons pas aux élections présidentielles sans les communales. Parce qu'aller à ça, c'est la mort de l'opposition. Parce que comme si nous allons pour accompagner les Fakonde avec des gens comme Aziz Diop, avec des gens comme Mourir, Amir Conté de la culture, qui commencent déjà, ils ne sont même pas nommés, à dire qu'ils sont là pour faire la campagne de M. Fakonde, avec les chefs de quartier que M. Fakonde a remplacés, avec les délégations spéciales qui sont à sa sorte, avec les préfets et le gouverneur. Si les élus, on ne remplace pas, on ne donne pas la possibilité au peuple d'élire vraiment ses représentants, on ne peut pas aller à des élections pour accompagner le chef. Merci beaucoup, monsieur le vice-président. Merci beaucoup, docteur Sfodeoussou Fofana. Merci, c'est à moi de vous remercier. Allez, au revoir. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Dans la 3e partie de l'émission, on va écouter ce témoignage de Marie-Claire Chikola, médecin guéri d'Ebola. Elle va témoigner ce matin chez les GG. Et on va s'intéresser aussi à ce monsieur, c'est Abdourahmane Baldé, promoteur de droits de l'homme, qui nous allons appeler dans la 2e partie, dans la 3e partie carrément de l'émission. Et d'autres messages aussi que nous avons en direct dans cette émission. GG au 8037, sinon le www.espacefmguinée.info. Une longue pause de 20 minutes et puis derrière, on se retrouve pour terminer l'émission. Bienvenue. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité.